Dans Déjà. Dandadan, yokai et aliens s'invitent à la même table pour un banquet d'absurdité et de chaos qui ferait pâlir un épisode croisé entre Men in Black et le voyage de Chihiro. Ici, les yokai ne sont pas juste de vieilles légendes japonaises qu'on sort pour faire frissonner autour d'un feu de camp. Ils sont exubérants, grotesques, parfois carrément flippants, et surtout terriblement imprévisibles. Quant aux aliens, ils ne sont pas en reste, finis des petits bonhommes verts qui veulent juste téléphoner maison. Non, ceux de Dandadan sont prêts à tout pour semer le trouble, entre expérimentation sordide et combats surréalistes. Mais la magie du manga, c'est de faire coexister ces deux mythologies sans jamais perdre le fil. Yokinobu Tatsu réussit un exploit, transformer une collision culturelle en une danse harmonieuse. Et en mélangeant tout ça, ça devient un feu d'artifice d'imagination pure. Et c'est de ça aujourd'hui dont j'ai envie de vous parler. Des esprits et des yokai, enfin plutôt des aliens et des yokai dans Dandadan, parce qu'ils sont incroyables et parce que j'avais envie de parler de cette série. J'en parlerai peut-être de manière plus générale, mais j'attendrai la fin certainement de l'animé pour ça. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour votre soutien comme d'habitude, vous savez comment ça marche, je vais pas me répéter et je suis pas non plus un commercial, même si je devrais. Quoi qu'il en soit, si vous ne participez pas, vous serez maudit par un yokai, ça c'est obligé. L'acrobate à la chevelure soyeuse est un yokai redoutable dans Dandadan, incarnant la puissance et la tragédie à la fois. Sa force physique est indéniable, elle possède une agilité extraordinaire, la rendant capable de se mouvoir avec une grâce inhumaine et de réagir instantanément aux attaques. Même face à Okarun, utilisant la vitesse de Mémé Turbo à 100 km/h, l'acrobate montre qu'elle peut non seulement esquiver ses assauts, mais aussi le suivre dans une poursuite effrénée à travers des obstacles complexes. Sa force de jambe est telle qu'un simple coup de pied suffit à projeter un humain à grande vitesse, et elle peut briser des entraves psychiques par pure puissance musculaire. Mais sa véritable marque de fabrique réside dans sa maîtrise surnaturelle de ses cheveux. Elle manipule sa longue chevelure noire pour s'accrocher aux surfaces, se balancer à travers des espaces restreints ou même capturer et écraser ses adversaires. Cette capacité ajoute une dimension imprévisible à ses attaques, la rendant d'autant plus terrifiante. Cependant, sa faiblesse réside dans la vulnérabilité de ses cheveux face au feu, comme le montre Momo lorsqu'elle parvient à la piéger grâce à des flammes. Malgré son apparence et sa puissance effrayante, l'acrobate à la chevelure soyeuse est motivé par un besoin déchirant de retrouver l'amour perdu de sa fille. Alors j'ai été comme bon nombre de personnes, j'ai été très touché par ce flashback et surtout par ce qu'a rendu l'animé. Il a été incroyablement bien foutu, la mise en scène, la direction artistique, les seiyuu, tout, et puis ce silence qui est quand même glaçant, c'est un flashback qui se garde de parler énormément, et ça suffit. Voilà, c'est incroyable, ça a été sublimé par l'animé, déjà que c'était incroyable dans le manga, je savais que ce serait fou, mais merci au studio qui a fait un travail incroyable là-dessus. Et rien que pour ça, je me devais de parler de ce personnage. Vamola, la dernière sumérienne, est bien plus qu'une simple survivante. Elle incarne la puissance grâce à son exosuite légendaire. Cette armure, héritage de sa mère adoptive Banga, ressemble à un dieu kaiju et transforme Vamola en une forme redoutable. Dotée d'une force surhumaine, l'exosuite permet à Vamola de projeter ses ennemis comme de simples fétus de paille et de résister aux attaques les plus destructrices sans faillir. Même face à des coups massifs, l'armure encaisse sans broncher, ne laissant que des traces superficielles. La capacité d'invisibilité rend ses attaques imprévisibles, lui permettant de se fondre dans le décor pour frapper par surprise ou échapper aux adversaires. Et quand elle active la fonction d'agrandissement, l'armure atteint des hauteurs de 45 mètres, transformant Vamola en colosse capable de dévaster des bâtiments entiers d'un seul coup. Son mode d'urgence prend le relais en cas de besoin, activant des défenses autonomes pour la protéger. Enfin, le mode massacre modifie l'armure pour la rendre encore plus terrifiante. Une bête massive et électrique, prête à tout ravager sur son passage. Vamola, avec son exosuite, incarne la survie et la vengeance. Une guerrière qui se bat pour préserver l'héritage de son peuple. Vamola, à mon avis, c'est un très bon personnage, mais ça va surtout être une waifu incroyable dans les années à venir. Vous allez voir, quand elle apparaîtra dans l'animé, je crois qu'elle apparaîtra peut-être dans cette saison... Non, peut-être pas dans cette saison. Elle apparaîtra certainement dans la saison 2. Elle deviendra une waifu, c'est sûr. Unji Zuma est un personnage assez intéressant et surtout puissant, dont la force réside dans sa connexion surnaturelle avec le légendaire yokai Umbrella Boy. Ce pouvoir confère à Unji des capacités impressionnantes qui font de lui un combattant redoutable. Lorsqu'il active son pouvoir, son apparence change radicalement. Ses cheveux deviennent blancs, ses yeux prennent un éclat distinct et un masque sinistre recouvre une partie de son visage, renforçant son allure intimidante. Son atout principal réside dans la matérialisation de 2 puissants parapluies capables de générer des ondes de choc destructrices. Ces parapluies, lorsqu'ils s'ouvrent, projettent des déflagrations qui peuvent détruire des obstacles et repousser des ennemis avec une force dévastatrice.
Unji utilise également des ondes pour se propulser dans les airs, se transformant en une force mobile et imprévisible sur le champ de bataille. Cette capacité à se déplacer rapidement et à attaquer à distance le rend particulièrement difficile à combattre. Sa transformation ultime, sous l'influence de la carte de conte de fées, débloque tout le potentiel d'Umbrella Boy, lui permettant de lancer des attaques incessantes sans se soucier de l'épuisement. Ce mode donne à Unji la capacité de s'engager dans des combats prolongés, de repousser de nombreux ennemis et de résister aux tentatives de possession et de manipulation. Un personnage très récent, mais qui je trouve a une aura incroyable et qui est déjà parmi les plus populaires et les plus aimés, les plus appréciés de la commu en tout cas. Et c'est pas pour rien. Le mec a de la classe, le mec a un pouvoir stylé, il a une histoire en plus qui est assez triste. Bref, un personnage qui a tout ce qu'il faut pour lui en fait. L'œil maléfique, un esprit vengeur au charisme glaçant, qui incarne l'essence même du yokai redouté dans la série. Anciennement un jeune garçon sacrifié par la famille Kito pour apaiser le volcan de son village, il renaît sous la forme d'une entité malveillante consumée par la haine. Son apparence, dominée par un rictus diabolique et un regard perçant, ne laisse aucun doute. Il est un cauchemar incarné. Possédant le corps de Gigi, il déclenche une série de combats acharnés, sa puissance surnaturelle transformant chaque affrontement en un balai de destruction. Grâce à la possession, l'œil maléfique accède à la force phénoménale et à la vitesse fulgurante de Gigi, le rendant capable de rivaliser avec des adversaires redoutables comme Okarun. Sa capacité à invoquer et manipuler les rancunes des âmes sacrifiées lui confère des attaques dévastatrices telles que le Grudge Ball, une sphère vengeresse qui harcèle l'ennemi jusqu'à l'épuisement. Mais c'est sa Cursed House, une prison impénétrable faite de rancunes solidifiées qui révèle toute sa malice. Un espace où il piège et tourmente ses victimes, les forçant à faire face à leur impuissance. Malgré sa soif de violence, l'œil maléfique cache un côté enfantin et tragique, témoignant de son passé et de sa soif de liberté déformée en cruauté. Personnellement, c'est mon esprit, entre esprit et alien préféré. C'est mon esprit préféré, c'est ma créature préférée, j'ai envie de dire. Mon méchant, entre grosses guillemets, préféré. Il est vraiment tout ce que j'aime, avec la classe, le charisme, l'élégance, les coups, le taijutsu en quelque sorte. Bref, il est super ce personnage. Je pense que beaucoup l'apprécient, surtout dans le corps de Gigi. Bon, il est encore plus incroyable. Gigi étant lui-même incroyable. La carte enchantée démoniaque, c'est le genre de yokai qui pourrait hanter les pires cauchemars de Lewis Carroll. Il s'agit là d'un être fait de tentacules noirs qui bougent comme des ombres vivantes, chacune ornée de cartes animées, un visage, un œil, une bouche et une oreille, lui servant à exercer ses pouvoirs. Et si vous voulez mon avis, ce mélange entre l'étrange et le grotesque, c'est ce qui le rend terriblement fascinant, et flippant aussi. Il n'est pas seulement un créateur de dimensions à la Alice au pays des merveilles, mais le maître absolu de sa propre prison mentale. Ses pouvoirs de manipulation corporelle sont dérangeants. Effacer les yeux, la bouche, ou manipuler l'esprit des gens pour les pousser à la folie et les contrôler. Ça plante le décor. C'est le genre de capacité qui rappelle l'atmosphère suffocante d'un Junji Ito, où chaque erreur peut vous sceller un sort pire que la mort. Mais ce qui le rend encore plus redoutable, c'est sa capacité de régénération. Détruisez une carte, il la fait repousser comme une mauvaise herbe. Il faut ainsi coordonner une attaque parfaite, en duo ou plus, pour espérer le vaincre. Et des dimensions, c'est aussi son passe-temps favori. Une fois pris dans son monde, l'évasion devient un concept théorique. Un adversaire comme ça, c'est l'équivalent d'un boss final dans un jeu comme Dark Souls, où la simple survie est un exploit en soi. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cet ennemi, il est bien, il est stylé, c'est un boss de fin de niveau, mais il a pas non plus une personnalité propre et marquée, donc on s'en fiche. Les Cures, c'est l'incarnation même du cauchemar galactique, une menace extraterrestre à la fois impitoyable et calculée. Ces envahisseurs, venus des confins de l'univers, ne sont pas là pour négocier, ni pour rigoler. Ils débarquent, conquérants froids et déterminés, prêts à réduire tout ce qui vit en matériaux de guerre. Vous voyez, à leur apparence, des créatures tentaculaires à la façon des pires visions Lovecraftiennes. En fait, il en a pour tous les goûts, mais ce n'est là que la surface d'un mal bien plus profond. Et ça, c'est ce qui les rend très terrifiants. Leur secret, des exosuites fabriqués à partir des habitants des planètes conquises, littéralement digérés par les Big Mama pour créer des armures vivantes. On dirait un concept sorti des pages les plus sombres d'un Warhammer 40K, où la technologie et la chair fusionnent dans une danse macabre. Ces exosuites ne servent pas seulement à les maintenir en vie hors de leur environnement, elles transforment les Cures en armes vivantes capables de manipuler l'espace et de générer des champs de vibrations destructrices. Leur alliance avec le comte Saint-Germain, c'est la cerise sur le gâteau de l'apocalypse intergalactique. Quand on voit comment ils ont écrasé les Serpos et mis la Terre à genoux sans forcer, on comprend que sans l'intervention inattendue de Reiko Kashima, l'humanité aurait été balayée sans aucune forme de procès. Les Cures, c'est l'ultime avertissement que l'univers est bien plus impitoyable qu'on l'imagine. Ça les gars, et les filles, c'est ce que j'appelle une vraie menace.
Là, on tient quelque chose d'incroyable, on tient quelque chose de fort. Pourquoi ? Parce qu'on sent la pression tout du long de l'arc. C'est un arc incroyable parce que la menace existe. Et ça, il y a très peu de mangas qui sont capables de le faire. Il y a très peu d'animés qui sont capables de mettre une menace à ce niveau-là. À part peut-être dernièrement avec Shibuya et Sukuna, mais sinon là, c'est des vraies menaces qui viennent de partout, qui viennent d'un autre univers et qui sont là pour pas déconner du tout. Mémé Turbo est une figure terrifiante et inoubliable dans l'univers de la saga. Et certainement, en fait, un peu la mascotte de la série, grâce à ce petit chat tout mignon dans lequel elle est enfermée. Mais il s'agit là en fait d'un yokai dont la réputation effraie même les plus téméraires. Connue sous le nom de Mémé à 100 km/h, elle incarne la vitesse incarnée, capable de pourchasser ses proies avec une vélocité effrayante, jusqu'à ce qu'elle soit forcée de subir sa malédiction. Mais réduire Mémé Turbo à une simple force de vitesse serait une erreur grossière. Ce qui la rend véritablement redoutable, c'est la combinaison unique de ses pouvoirs spirituels et de sa ruse malveillante. Sous ses airs de vieille dame décrépie à la peau plissée et aux yeux jaunes écarquillés, se cache une entité rusée et perverse. Elle possède la capacité de se dématérialiser en esprit, permettant la possession d'autres corps, humains comme spirituels, et transformant ses hôtes en répliques d'elle-même, et plongeant dans une frénésie destructrice. Sa malédiction n'est pas qu'une simple possession, elle vole littéralement la vitalité et l'essence de ses victimes, les rendant vulnérables et sème le chaos avec. Ce qui fait d'elle ainsi une force difficile à contrecarrer, c'est sa maîtrise des éléments qui l'entourent, que ce soit par sa capacité de téléportation via les lignes téléphoniques ou par la fusion avec des esprits, lui permettant de prendre le contrôle total d'un territoire. Mémé Turbo est bien plus qu'une menace locale. Son humour noir et ses provocations cachent un esprit stratégique, prêt à exploiter chaque faiblesse de ses adversaires. Dans l'univers des yokai, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'être aussi vicieux et implacables qu'elle. Alors j'ai envie de dire, qui n'aime pas Mémé Turbo ? Elle est incroyable aussi cette femme, elle est incroyable cette vieille. Je veux dire, elle sort des vannes, elle est cynique, elle est sarcastique, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime et tout ce que je demande chez un personnage, donc je n'ai rien d'autre à dire sur elle. C'est du 100%, c'est du réussi, c'est la mascotte, c'est ce que Kon aurait rêvé d'être dans Bleach. Bref, le meilleur quoi, enfin la meilleure. Le comte Saint-Germain, c'est l'incarnation du mystère et du danger dans la série. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il a de la classe ? On a là un homme à l'élégance sombre, un collectionneur d'objets paranormaux, avec un objectif clair, acquérir le fameux Dan. D'ailleurs, c'est le premier qui prononce ce nom. Son infiltration à l'école sous le nom de Sanjome n'est pas qu'une couverture anodine, c'est une pièce stratégique sur l'échiquier de sa quête. Et ça montre à quel point il est prêt à tout pour parvenir à ses fins, même à jouer les conseillers un peu trop stricts au sein du club de recherche. Mais parlons de ce qui le rend redoutable, ses capacités. Saint-Germain possède une perception extrasensorielle presque surnaturelle, qui lui permet de détecter les attaques avant même qu'elles ne le touchent. Lorsqu'il se bat, c'est un balai mortel. Il esquive des assauts sans ses yeux, littéralement effacés par un pouvoir ennemi, et parvient encore à dominer le combat. Et ça, c'est clairement un niveau de maîtrise qui laisse sans voix. Son agilité est telle qu'il peut parcourir une pièce en un éclair, et poser des talismans paralysants sur ses adversaires avant même qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Et ses armes, un katana qui ferait pâlir les meilleurs samouraïs, capable de libérer des pouvoirs selon les fioles insérées dans la garde. Il lui suffit de planter la lame dans le corps d'un ennemi pour extraire son pouvoir, et ainsi obtenir ses capacités, comme il l'a fait avec la carte. Ainsi, il peut être là en pleine bataille, son épée déchargeant des éclairs noirs lorsqu'il utilise le Black Air Cutter, ou bondissant dans les airs grâce au Jump Vyok. Le tout exécuté avec la précision d'un chirurgien. Franchement, ce conte-là, c'est l'équilibre parfait entre raffinement et le danger qui te fout la chocotte. Pareil, l'un de mes personnages préférés, parce qu'il a la classe, parce qu'il a le style, parce qu'il a le coup d'épée qu'il faut. Voilà, c'est un 0 2.0 avec l'élégance à la française. Je crois qu'il est français d'ailleurs, puisque c'est Saint-Germain, hein, et c'est Saint-Germain aussi dans les autres langues. Donc vraiment, j'ai rien à dire sur ce personnage, il a tout ce qu'il faut, là où il faut. Et en plus, on n'a encore rien vu de lui, c'est ça le pire. Aiko Kashima, alias la fameuse femme à la bouche fendue. Là, c'est un sacré morceau. Et je ne parle pas seulement de sa stature intimidante. Déjà, elle possède une résistance incroyable, au point de pouvoir résister aux coups de Vamola, ou encore de lui faire un German suplex sous sa forme de kaiju. Dans le manga, elle fait figure de boss ultime, capable de plier la réalité à son bon vouloir grâce à son miroir maléfique. Et ça, franchement, ça la rend déjà géniale. Imaginez une entité qui peut attaquer à distance en envoyant sa main surgir de n'importe quel bout de verre. En fait, sa capacité à emprisonner ses adversaires dans une dimension miroir est la cerise sur le gâteau. Elle peut y enfermer une armée entière, rien que ça, comme elle l'a fait justement avec les cures, juste en les capturant dans leur reflet. Quand elle piège ses victimes, elle ne fait pas que jouer les méchantes classiques, elle les transforme en jouets, les manipule, les observe et se délecte de son propre pouvoir.
un peu flippant sur les bords. Et ce qui la rend vraiment fascinante, c'est ce mélange de cruauté sans limite et de fragilité inattendue. Sous sa carapace de yokai redoutable, il y a cette once de nostalgie amère, un écho de sa vie humaine marquée par la tragédie. Ça la rend presque touchante, presque. Ces moments de faiblesse, comme lorsqu'elle voit Momo et Okarun se protéger mutuellement, ajoutent une couche de complexité. Et là on se dit, ok, plus qu'une simple menace. Elle est la fusion parfaite entre la terreur et l'humanité déchue. Et quoi qu'il en soit, elle est vraiment considérée dans la série comme étant la plus forte des yokai. Donc, il n'y a même pas de débat à avoir à ce propos. Elle est la plus forte, parce que même les yokai le disent. Là, c'est certainement le personnage le plus intriguant. La yokai, du coup, la plus intrigante, en plus la plus puissante, donc on n'a encore rien vu de ses capacités. Il faut bien se dire que ce qu'on a vu là, c'est une mise en bouche, mais qu'elle va certainement se battre à fond à un moment donné. Là, pour le moment, elle s'amuse, elle joue. Voilà, elle est dans une partie de bac à sable, hein, pour elle. Donc, on est encore loin de savoir ce qu'elle est capable de faire. Mais ça va chier des bulles, c'est sûr. Et du coup, voilà pour ce qui est de ces aliens et de ces yokai qui sont pour moi tous incroyables. Comme je vous l'ai dit, mon préféré, donc c'est l'œil maléfique et le comte Saint-Germain certainement. Dites-moi dans les commentaires à vous, quel est votre petit chouchou, quel est votre alien, même s'il n'est pas présent, hein, ou si c'est un petit alien, peu importe, ou si c'est un petit yokai, on s'en fiche. L'important, c'est de me dire quel est votre petit préféré. De toute façon, je reparlerai des autres personnages, je reparlerai aussi surtout des humains la prochaine fois. Donc de tous les personnages principaux, entre guillemets, qui ont vraiment quelque chose aussi et qui sont très intéressants à traiter. Donc je le ferai très prochainement, ça c'est certain, soyez-en sûrs. En tout cas, voilà pourquoi Dan 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 c'est bien. En fait, ce qui est bien dans Dan Dan Dan, c'est que c'est un chaos organisé. L'énergie brute d'un manga qui ne s'excuse de rien et qui, pourtant, sait toucher des sommets de finesse. Yokinobu Tatsu est arrivé à créer un ovni narratif. Il mêle paranormal, romance maladroite et baston intergalactique dans un cocktail explosif. Pour moi, c'est carrément un mélange improbable entre X-Files et Roméo et Juliette passé à la moulinette d'un film d'action coréen. Ça pique, ça bouleverse et franchement, ça fait marrer. Là où d'autres œuvres hésitent, Dan 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 fonce tête baissée, enchaînant scènes d'anthologie et twists mémorables avec une maîtrise narrative impressionnante. Et au-delà de son exubérance, c'est un manga qui surprend par son humanité. Ses héros, malgré les aliens et les esprits malveillants, restent profondément humains, attachants et sincères. Et l'anime a réussi à retranscrire très bien cette ambiance, même si je vous conseille quand même d'aller vers le manga car il est incroyable et surtout très addictif. Donc pour ce manga, on peut le dire, oui, vous n'êtes pas prêt, car Dan 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 utilise sa singularité pour nous surprendre à chaque fois. Et ça, c'est putain de beau.